Je vous promets que cette vidéo est capable de mettre Stéphane Bern en sueur. Bonjour mes poulets, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que depuis la rentrée scolaire, travail, tout ce que vous voulez, ça va plutôt bien pour vous, que malgré l'arrivée du mauvais temps, mais qui fait du bien à la planète quand même parce que... la pluie, tout ça, enfin voilà. C'est la fille qui vraiment ne parle pas d'écologie comme il faut. Mais j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo La Face Cachée. Si vous connaissiez pas encore cette nouvelle série que j'ai lancée sur ma chaîne, il y a la playlist qui est dédiée, il y a déjà quelques vidéos là-dessus. On en a une sur Coco Chanel, on en a une sur Picasso, je crois que c'était les deux que j'avais déjà traitées. Donc là on arrive à la Reine Elisabeth, feu Reine Elisabeth. Une pensée quand même pour sa famille, même si cette vidéo sert à pas mal de choses, vous le verrez, mais une pensée pour sa famille qui a quand même perdu un membre qui leur était, je pense, plutôt cher. Gros disclaimer sur cette vidéo, je sais qu'elle ne va pas plaire à tout le monde. Vous aurez toutes mes sources en barre d'infos. Je vais linker tous les articles ou tout vidéo, documentaire, tout le quoi que ce soit où j'ai pu me renseigner au cours de ma vie. C'est des choses qui étaient restées dans des signets favoris depuis un certain temps parce que c'est un sujet dont je voulais justement parler aussi depuis un certain temps. À savoir que lorsque le décès de la Reine Elisabeth a été annoncé l'autre jour, jeudi si je dis pas de bêtises, j'avais posté, donc bon Twitter de toute manière ça reste assez dans un cercle privé vu que je suis passée en privé à cause du harcèlement que je subis là-bas, mais en story Instagram et en post... sur le post, vous savez, communauté, l'onglet communauté sur YouTube, j'avais fait un petit renvoi vers ma vidéo que je vous mets dans le i juste ici, sur justement les secrets de la famille royale anglaise. Et des personnes avaient trouvé que je manquais de tact à ce moment-là. Parce que bon, de toute manière, le corps d'Elisabeth était encore tout chaud, si on peut dire les choses ainsi. Je peux comprendre que ça ait pu en blesser certains, tout comme d'un autre côté, il faut comprendre que la reine était une personnalité publique, et ce qui fait qu'on peut avoir un certain détachement sur certaines infos. Ça n'en fait pas moins une humaine, et ça veut pas dire que pour autant, en fait, on doit saisir l'occasion pour tout ce qu'on veut non plus. Mais pour moi, il était important de pouvoir faire ce renvoi justement vers ma vidéo sur les secrets de la famille royale anglaise, parce qu'il y avait des choses que je disais dans cette vidéo, que je vais réitérer là, et je vais aussi ajouter beaucoup d'infos, qui avait à mon sens une certaine nécessité dans le cadre d'un moment qui me semblait assez anormal. Parce que j'ai un mode de fonctionnement dans ma vie, c'est celui de pleurer à leur décès les personnes qui entre guillemets le méritent. À savoir que la Reine Elisabeth a été l'un des plus gros symboles de l'impérialisme blanc et elle ne mérite pas mes larmes. Elle ne mérite pas que je m'apitoie sur son décès, que je me dise oh mince alors. Un humain est parti, c'est une vie en moins sur cette planète c'est sûr, mais je ne vais pas lâcher des rest in peace pour des personnes qui à mon sens ne le méritent pas. Je sais que c'est des propos qui de but en blanc peuvent choquer certains, j'en suis désolée, mais restez ici, suivez le reste de la vidéo et peut-être que vous comprendrez. Peut-être. Parce que née en 1926 et ayant accédé au pouvoir dans les années 50, la Reine Elisabeth en a vu et on a fait les choses. Ah oui, j'ai complètement oublié, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me rejoindre sur Instagram et patati et patata et nanana. Comme l'a très bien dit un certain Felipe Torres Medina sur Twitter, je vais reprendre ces mots. Avant de faire des blagues sur le décès de la reine, ayez une pensée pour sa famille s'il vous plaît. Pour celui qui a trompé son épouse, l'autre qui a aussi trompé son épouse, le pédophile, ainsi que ceux qui avaient besoin de connaître la couleur de peau des enfants d'Harry et Meghan. Et ceci n'est que notre introduction au sujet. On va commencer avec le chapitre sur le colonialisme et la reine. Avant toutefois que qui que ce soit ne vienne commenter, parce que ces commentaires-là seront totalement inutiles pour me dire que Manon, on est dans une monarchie parlementaire en Angleterre, la reine est beaucoup plus une vitrine qu'autre chose, je vais vous démontrer entre autres le contraire dans cette vidéo, mais aussi il faut que vous compreniez que c'est assez drôle. Quand il y a du positif qui se déroule en Angleterre, la reine prend ces décisions-là, la reine est là et la reine a un pouvoir. Mais par contre, le négatif qui peut lui être incombé, là, tout le monde est là pour dire que non, mais la reine, ce n'est qu'une figure, elle ne fait rien du tout. La reine fait des choses, il est sûr et certain que son gouvernement et son Prime Minister, dans un premier temps, sont tout à fait là et prévus justement par le gouvernement anglais, par le Parlement, pour avoir un rôle ultra primordial dans la vie politique anglaise, mais la reine a également un pouvoir et il faut arrêter s'il vous plaît de la dédouaner comme si c'était une enfant de 5 ans qui ne comprend pas ce qui se passe autour d'elle. Par rapport aux nombreuses remarques et blagues type humour noir qui avaient été faites justement depuis le décès de la reine sur entre autres Twitter, j'ai vu pas mal de personnes dire que nous les racisés, parce que c'était beaucoup des personnes racisées vu que là on a parlé de colonialisme, que l'on manquait de discernement, de tact et de sensibilité face à ce décès. Je suis
désolé sans être désolé, mais il ne faut pas dire à des descendants d'esclaves et de peuples colonisés comment réagir face à la mort d'un des 10 colons, justement. Parce que si vous ne saviez pas que l'Angleterre a été un des plus gros empires colonialiste, et qui est-ce qui, entre autres, était à la couronne pendant une grosse partie de ce moment-là, voilà. Maintenant, au moins, vous êtes au courant. Sur TikTok, on a osé me dire que la colonisation, c'est vieux, alors déjà, je vais resituer ça comme je l'ai resitué dans mon TikTok. La décolonisation, c'est dans les années 60. Ça ne fait donc que 60 ans que la plupart de nos états sont libres, je mets des énormes guillemets, parce qu'ils sont encore sous le joug des colons, justement. Ils ne fonctionneraient pas sans eux. Ou en tout cas, il mettrait énormément de temps avant de commencer à fonctionner. Il dysfonctionnerait pendant très longtemps. La preuve en est, le franc CFA, où est-ce qu'il est produit? Tous les pays anglophones, par qui ils sont plus ou moins encore gouvernés. C'est très simple. La colonisation est encore présente, c'est le néocolonialisme tout simplement. Donc déjà de nous dire que la colonisation ça date, la colonisation ci, ça, c'était affreusement drôle. Ce français, cet anglais que nous parlons justement dans la majeure partie des pays africains sont une des conséquences réelles de cette colonisation et l'un des marqueurs temporels qui vous montrent que la colonisation c'est pas parti parce que justement toutes les conséquences sont toujours là. C'est pas parce que le colon n'est pas encore en train de dominer le lieu de manière violente comme avant, que déjà il ne domine plus le lieu, première chose, et que de 2, les conséquences et les effets de cette dite colonisation ne sont pas présents en fait. Sur cette planète, il y a uniquement, mes poulets, 22 pays qui n'ont pas été envahis par l'Angleterre. Genre, un empire colonialiste a peur, mais vraiment, c'est le terme. Là-dessus, je sais que certains vont me le dire, c'est pas Elisabeth II en elle-même qui a ordonné la colonisation de la majeure partie justement de ces états-là, c'est plutôt vers son père qu'on devrait se tourner à ce sujet-là. Bon, il est décédé, on peut pas trop se tourner vers lui, mais en tout cas se tourner vers sa mémoire, vers ses actions, mais toujours est-il qu'Elisabeth a aussi eu sa part dans la colonisation de certains territoires et dans d'autres choses par la suite. Mais donc les années 60, mes poulets, ça a marqué le tournant où les colonies ont arraché leur indépendance, leur liberté, et là c'est bel et bien Elisabeth qui était à la tête de l'Empire britannique. J'ai bien dit arraché, parce qu'elle a été nommée à plusieurs reprises, Elisabeth, comme la reine de la décolonisation, sauf que ce n'était pas son but. Ce n'était pas du tout son but que les colonies trouvent leur liberté et puissent fonctionner en toute autonomie, je tiens quand même à vous le dire. Ça n'a jamais été le but d'aucun empire de colons, mais absolument aucun. C'est juste que les mouvements sur place étaient trop importants et tôt ou tard tu es obligé parce que sinon c'est ingérable en fait. À savoir mes poulets justement que tous les mouvements indépendantistes dans les colonies avant justement le tournant des années 60, c'est sous Elisabeth qu'ils ont été très violemment réprimés et entre autres aussi les tentatives de pas mal d'états de pouvoir quitter par la suite le Commonwealth. Si jamais vous connaissez pas le Commonwealth, sachez que c'est une organisation inter-État qui a été fondée lors de la déclaration de Londres en 1949. Le réel but du Commonwealth, si on regarde ça de très près, c'est de garder tous les anciens pays colonisés sous la coupe anglaise. Donc on vous parle d'une reine de la décolonisation parce qu'en soi-même, il est donné une date clé justement dans l'histoire des anciennes colonies que bam, ça y est, c'est fini, vous n'êtes plus une colonie. Mais il y a ce ralliement quasi de force au Commonwealth, cet empêchement de pouvoir quitter le Commonwealth comme on veut, et il y a toujours cette emprise justement. Donc oui, c'est sûr que la colonisation a été finie sous sa première phase, mais c'est là où le néocolonialisme a commencé à pointer le bout de son nez. Et le Commonwealth, depuis son existence, depuis sa naissance, on compte même plus, mes poulets, le nombre d'atrocités qui ont été perpétuées justement dans les colonies, par le dit colon anglais justement. Ah oui, et très rapidement, petit astérix, je tiens à préciser que je ne fais pas d'amalgame entre les colons anglais, le reste des anglais, non pas du tout. Vous le savez très bien si vous me suivez depuis un certain temps, j'adore l'Angleterre. Londres est très sûrement la ville où je me sens le mieux. Le peuple anglais est un peuple qui très majoritairement est très ouvert, qui est vraiment très sympa en fait, tout simplement. Donc je tiens à ne pas faire d'amalgame. C'est pas parce que je parle du passé colonialiste, du néocolonialisme de l'Empire britannique, parce que à mon sens c'est toujours un empire quand même, l'Empire britannique, c'est pas parce que j'en parle que ça signifie que pour moi tout le monde est à mettre dans le même sac. Non, pas du tout, ici on adore le fish and chips, ainsi que la bière. Pour revenir sur les atrocités commises justement dans les anciennes colonies, on a le Kenya qui a été très bon exemple où les mouvements rebelles, je mets des énormes guillemets parce qu'à mon sens c'est très rigolo d'appeler un mouvement rebelle des personnes, des autochtones qui demandent aux colons de partir de leur propre terre en fait parce qu'ils ont envie de pouvoir reprendre le pouvoir chez eux. C'est assez drôle d'entendre mouvement rebelle, mouvement enfin de rébellion, toutes ces choses là. Non, ce sont juste des gens normaux qui demandent juste aux colons de dégager de chez eux
parce que c'est absolument pas normal. Mais donc là-bas, ça a été réprimé très très violemment au Kenya. De 1952 à 1960 justement là-bas, c'était surtout la communauté Mau Mau, j'espère que je prononce bien ça, qui était à la tête justement du mouvement indépendantiste révolutionnaire kényan. Et pendant ces 8 ans-là, ce sont de réels camps de concentration avec torture à la hache, avec des violences en tout genre, qui ont été installés au Kenya par l'Empire britannique. Et je pense que je n'ai pas besoin de vous préciser entre 1952 et 1960 qui est-ce qui porte la couronne et qui s'assoit sur le trône en Angleterre. Donc très personnellement, récemment, moi j'ai plutôt eu une pensée pour les 1,5 million de personnes qui ont été enfermées et torturées dans ces camps de concentration au Kenya, et pas à la monarque qui était dans les têtes décidantes, justement, de toute cette horreur. Maintenant mes poulets, on va passer au chapitre du prince Andrew, son super fils et frère du prince Charles. Alors déjà, si je vous dis mes poulets que ce cher prince Andrew est lié de très près au fameux Jeffrey Epstein, vous savez, l'homme coupable de pédophilie et d'un réseau de trafic d'humains mineurs pour la grande majeure partie. Si je vous dis ça déjà. On avait parlé de Jeffrey Epstein sur la chaîne déjà, je vous avais présenté le personnage, et si jamais vous avez envie d'avoir quelques infos par rapport à lui, n'hésitez pas à regarder ma vidéo, ou bien à faire un tour sur Netflix où il y a un documentaire très intéressant sur le sujet. Le prince Andrew est justement cité, que ce soit dans ma vidéo comme dans le documentaire Netflix, et pas mal de plaintes pour agression sexuelle avaient alors été reçues à son encontre à plusieurs reprises. Je sais que la première réponse de pas mal de personnes quand on parle de ce sujet-là, c'est d'amener le fait que le prince Andrew ait été déchu de toute sa royauté entre guillemets, donc de ses titres royaux. Je crois que bon, il est prince de naissance, mais déjà il a plus du tout d'accès possible à la couronne. Enfin bref, d'accord, ok, c'est super. Mais cette action-là de la reine, ça a été uniquement pour faire bonne figure. Pourquoi je vous dis ça? Parce que derrière ça, tous les événements familiaux, tous les événements nationaux, tous les événements officiels, le prince Andrew y est invité et y est présent. Donc déjà, c'est... Première chose, c'est assez drôle. Autre chose, Elisabeth, elle a payé toutes les personnes qu'elle avait à payer, vraiment. Je crois que ça s'est chiffré, pardon, à 16 millions de pounds à peu près pour... faire en sorte que l'affaire se tasse le plus possible, mais c'est aussi elle qui a protégé le prince Andrew pendant de nombreuses années, depuis que le FBI demande à pouvoir le rencontrer pour l'interroger, étant donné le nombre de plaintes à son sujet et son lien très proche avec Jeffrey Epstein, ainsi que sa présence dans tous les petits carnets, dans toutes les petites notes de Jeffrey Epstein. Il a encore accès à toutes ses propriétés immobilières, hein. Donc la couronne anglaise continue à le faire vivre et à payer pour son lifestyle. Donc c'est assez drôle quand les gens justifient en disant oui mais attendez, Elisabeth a fait ci, d'accord, ok, est-ce qu'elle peut livrer son fils à la police s'il vous plaît, comme n'importe quel citoyen britannique qui aurait été accusé d'agression sexuelle. Début janvier justement, cette année, hein, mes poulets, il y a la plainte d'une certaine Virginia Grief, je ne sais pas du tout comment prononcer son nom de famille, qui a été reçue par la justice américaine et qui a été entendu, validé, reçu. Donc il est potentiellement, je l'espère, possible que 2023 on voit arriver un procès civil justement contre le prince Andrew. Ce serait génial et on ne peut plus normal parce que comme je l'ai dit et je vais le répéter, c'est quand même un agresseur sexuel / pédophile. Je sais que vous attendez ce chapitre là, donc je pense qu'il est l'heure de parler de Lady Diana, non? Si jamais vous avez uniquement regardé The Crown, qui est une très bonne série, hein, soit dit en passant, avec de super bons acteurs, vous ne comprendrez pas obligatoirement très bien le rôle de la reine Elisabeth dans les tourments ainsi que la chute, si je peux appeler ça ainsi, hein, de Lady Di, parce que ça a été drôlement édulcoré. C'est pour ça que là-dessus, je vous invite à lire les articles que je vais pouvoir vous linker en bas. Je vous invite également à regarder les documentaires, à vraiment aller un peu plus loin. Pour restituer au mieux mes poulets le début de leur relation, il faut savoir que le père de Lady Di, il a été pendant de nombreuses années l'intendant du père d'Elisabeth II, le roi George VI justement. Et que justement, entre autres, cette dernière, la reine Elisabeth, est la marraine du grand frère de Lady Di. Donc on n'est pas sur des personnes qui ne s'étaient jamais rencontrées avant le premier date entre Diana et Charles, non. On est sur des personnes qui se sont vues pas mal de fois et qui étaient plus ou moins proches. J'ai bien plus ou moins parce que dans la famille royale anglaise, on n'est pas du genre à être proche de ses potes ou de qui que ce soit, même dans tous les cas. Dans sa biographie sur Lady Di, Andrew
Norton, qui est journaliste, écrivain, auteur, biographiste royal, a précisé entre autres que Lady Diana était terrifiée, mais réellement terrifiée par sa belle-mère, donc la reine. Que vous ayez regardé The Crown ou pas, je pense que pour la majeure partie vous êtes au courant que Diana souffrait de boulimie, ainsi que d'états dépressifs assez graves, et avait très souvent des pensées suicidaires. Mais alors qu'elle s'enfonçait là-dedans, et que personne autour d'elle dans la couronne anglaise ne semblait vouloir lui tendre la main, parce que les problèmes des humains ça ne les regardait pas trop, la reine, elle, a décidé carrément, mais carrément vraiment de faire l'aveugle pendant très longtemps sur toutes ces questions-là, même les tentatives de suicide de Diana, alors que tout lui avait été vraiment amené, c'est-à-dire qu'à plusieurs reprises Diana a tenté de lui parler, que des personnes autour de Diana ont également tenté, mais voilà. Donc dans la gérance d'un état, vous me direz que peut-être elle n'est qu'une figure, qu'elle n'est là que pour nanani nanan, d'accord, mais quand un être humain tente de te parler parce que cet être humain est au plus bas, des états dépressifs profonds, enfin, on est sur une femme qui a eu des comportements très violents envers elle-même pour tenter de sonner la sonnette d'alarme justement, et tu vas me dire que ouais non. Moi, je préfère me balader avec mes corgis. Et c'est uniquement quand des personnes de l'entourage d'Elisabeth ont pris au sérieux les troubles de Diana que elle s'est dit « Ah bah tiens, bon peut-être que je vais tenter un peu de me rapprocher de celle-là et de voir un peu ce qui se passe vraiment. » Alors qu'elle était au courant que son fils Charles trompe Lady Di depuis quasiment le début et que ça fait partie du gros des problèmes. Mais justement, Andrew Norton a expliqué qu'au fur et à mesure où la relation entre Charles et Diana devenait de plus en plus chaotique à cause de l'infidélité, enfin les infidélités de Charles, hein, parce que si seulement ça avait été un one night stand, vous le savez, je le sais, Camilla Parker Bowles qui va devenir la reine consort là, c'est elle la side chick, c'est elle. Mais donc entre l'infidélité de Charles, la jalousie de Charles face au fait que justement les personnes de tous les pays adoraient Lady Di parce qu'en fait c'est un humain avec un cœur et qui se comportait comme un humain avec un cœur, Charles qui lui-même n'arrivait pas à se gérer, enfin le manque de respect en public et en privé qu'il pouvait avoir envers Diana, ça a fait que leur relation est clairement devenue mais chaotique, mais vraiment chaotique à un point où toutes les discussions expliquées entre eux deux, c'était vraiment que de l'horreur, c'était horrible. Et donc Elisabeth II a profité, je ne saurais pas dire, je n'étais pas là, je ne peux pas parler à la place des gens non plus à ce point là, mais pour commencer elle aussi à s'éloigner de Diana, bon comme si elle en avait été proche très longtemps. C'est entre autres vers ce moment que la reine Elisabeth avait eu le culot de se plaindre de l'état dépressif de Diana, en expliquant qu'une fois elle était venue toquer à ses bureaux, que Diana était restée genre 30 minutes et qu'elle avait pleuré pendant presque toutes les 30 minutes et qu'elle était là en mode mais je veux pas gérer ça en fait. Et t'es là tu dis waouh, c'est beau, c'est très beau. Alors je ne sais pas mes poulets si vous avez entendu parler de l'engagement ainsi que vraiment du combat que Diana a mené aux côtés de la lutte et de la recherche autour du sida, mais il y a eu plusieurs moments clés, des moments très importants que des personnes ont tenté même encore aujourd'hui hein, d'en diminuer l'impact. C'est des moments où publiquement, donc devant des caméras, devant des appareils photo, devant des gens, quand Lady Di rendait visite à des personnes atteintes du sida, des personnes séropositives, où elle a osé, attention, tenir les mains de ces personnes-là, leur faire des câlins, leur faire la bise par exemple, parce que c'est un geste très fort, hein, et en plus de la part d'une princesse qui a énormément aidé à faire sauter un stigmate sur les personnes séropositives, parce que la séropositivité ce n'est pas quelque chose qui se transmet en faisant la bise. Si vous avez autour de vous, vous rencontrerez plus tard des personnes séropositives, ce n'est pas quelque chose qu'elles vont vous transmettre comme ça. Non, ça ne se passe pas comme ça. Vous pouvez manger avec la même fourchette, boire dans le même verre, vous pouvez vous faire la bise, vous pouvez être assis côte à côte sur un canapé, il n'y aura pas de problème. Et justement ce geste, enfin ces gestes forts, parce que ça n'a pas été une seule fois hein, de la part de Lady Di, c'était quelque chose de très important pour justement aider à aller dans le bon sens par rapport à tout ce stigmate dingue qui existe encore aujourd'hui. Alors imaginez dans les années 80. Mais donc devinez qui a gentiment intimé à Lady Di d'arrêter tout ça. Je crois que ça commence par Ellie et ça finit par Zabeth. Il y a un truc qui m'a toujours fait de rire et à chaque fois que j'ai pu relire ça, c'était une info qui franchement, enfin tu roules au sol. C'est-à-dire que tout le monde est au courant pour l'infidélité de Charles. Il en était venu à avoir un autre logement, je sais plus si c'est un logement qu'il payait à Camilla ou si en fait c'était pour lui, pour uniquement aller ken avec Camilla. Il y avait des appels téléphoniques tout le temps, des appels absolument, enfin où... Il y a l'un d'eux où il expliquait qu'il aimerait bien être le tampon, genre le tampax de Camilla pour être au plus près d'elle, enfin des trucs
Mais donc c'est un manque de respect que tout le monde connaissait et il n'hésitait pas à en faire preuve même en public. Il y a eu plusieurs moments clés où devant des caméras il a pu rabaisser justement Diana et mal parler de leur couple et du fonctionnement de leur couple. Mais donc ce qui m'a souvent fait rire mes poulets, c'est que cette infidélité là de la part de Charles était connue par tout le monde. Mais c'est uniquement quand Diana a avoué que elle aussi faisait preuve d'infidélité, parce qu'au bout d'un moment en fait il n'y avait plus rien du tout entre eux, c'était uniquement un contrat qui avait été signé publiquement et des enfants qui sont nés, enfin leurs fils qui sont nés entre temps. Il n'y avait vraiment plus rien humainement. Et ils avaient plus, déjà qu'ils n'avaient pas beaucoup en commun au début, mais ils avaient vraiment plus rien en commun par la suite. Je vous dirais en commun au début parce que entre autres il y a une des choses qui a fait que à mon sens ça pouvait pas très bien marcher, c'est que Diana, si je me souviens bien, elle travaillait dans une crèche. Même si Diana Spencer, on est sur une famille qui est assez, voilà, qui va très bien, qui est dans la bonne aristocratie anglaise, mais Diana a travaillé, Diana elle a fait des choses de sa vie. Charles, lui, n'a rien fait. Charles n'a absolument rien fait et c'est pas le genre de personne qui voulait vraiment faire. Tout ce qu'il voulait c'était que Mommy puisse le laisser décider de choses alors que, enfin c'est un bolos quoi. Mais c'est que lorsqu'on a entendu parler de l'infidélité de Diana que là, bam, ça y est, la reine mère a annoncé qu'il fallait absolument un divorce. Donc c'est dès que la personne royale était justement cocu qu'il faut le divorce. C'est-à-dire toutes les années où Diana s'est fait cracher dessus, mais par contre, si Charles, une seule seconde, il reçoit un petit bail, allez. Enfin c'est ouf. On va finir avec Diana sur bien entendu l'accident. Je suis pas partisane obligatoirement de cette théorie du complot, du fait que c'est la reine qui est commanditée, quoi que ce soit. Je ne peux pas dire des choses comme ça parce qu'il faut des preuves pour avancer. Ce type de propos c'est pas rien que quelqu'un soit à l'origine de la mort d'autrui, donc il faut des preuves. Je suis pas partisane de ce délire là. Je suis partisane du fait qu'il est sûr que la mort de Lady Di arrangeait bien la couronne anglaise, mais pas du reste. Et donc au moment où Diana est décédée dans ce tragique accident de voiture sur Paris, c'était en Écosse que la reine passait des vacances. Et il faut que vous sachiez qu'elle n'a pas souhaité écourter ses vacances, malgré l'annonce justement du décès de Diana. Alors que le comportement des plus normaux aurait été justement de se dire « Je reviens sur Londres, je reviens à Buckingham, tous on est là en mode bouloubou, gros voile noir, veillée funéraire, blablabla. » Mais non, c'est Tony Blair qui était à ce moment-là son Prime Minister qui l'a forcé, je mets des guillemets à la forcer, mais il lui a fait comprendre que gros en fait là faut que tu reviennes. Là il faut que t'arrêtes tes conneries, il faut que tu reviennes. Et c'est aussi lui qui a intimé à la reine de prendre la parole publiquement pour dire quelque chose au sujet du décès de Diana, parce que la famille royale anglaise ne la considérait déjà plus comme royale en fait. Réellement. C'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que pour eux, oui ok on allait enterrer la go parce que c'est la maman des princes, mais toujours est-il qu'on s'en fout, on n'allait pas dire quoi que ce soit. C'est assez édifiant. Et pour cette dernière partie de vidéo, mes poulets, j'ai décidé de faire un pêle-mêle de toutes les autres choses qu'on peut reprocher à Elisabeth. Doit-on parler aussi du racisme ambiant dans la famille anglaise? Je parle d'un racisme de toutes parts, hein. Je parle de Philippe qui est décédé il y a quoi, 1 an et demi, dont je pleure pas du tout la mémoire, hein. Infidèle, misogyne, raciste, mais jusqu'à ces dernières heures, hein, le prince Philippe était, mais raciste, de chez raciste. Toujours des remarques racistes, toujours des blagues racistes, c'est un racisme ambiant dans cette famille. Toutes les blagues publiques racistes qu'il a pu faire en visitant justement les anciennes colonies pendant leur tour du Commonwealth, on n'a jamais entendu la reine venir dire non ça c'est pas bien, je suis désolée de nani, de nan, non, pourquoi? Pourquoi? Parce que là je m'avance, elle était très sûrement pareille. A votre avis, qui est la personne qui peut modifier pas mal de lois anglaises à sa convenance, mais qui apparemment d'après les gens n'a pas du tout de pouvoir? Elisabeth bien entendu. Elle l'a fait et refait. Mais apparemment elle n'a aucun pouvoir d'après ce que les gens vous disent. Parce qu'entre autres par exemple, dans un texte qui se nomme Equality and Diversity Act, elle a mis des clauses dès le début empêchant de la forcer à embaucher du personnel de couleur au sein de Buckingham Palace. Donc la diversité, d'accord, c'est bien partout dans toutes les couches de l'Angleterre, mais pas chez moi. Voilà pourquoi je m'avance pour vous dire qu'elle est comme Philippe. En continuant justement sur sa manière d'agir, qui à votre avis, lorsque le Parlement écossais votait l'amendement 67, qui justement touchait à la protection de la faune et de la flore sur place, a mis des vétos et des clauses avant même le début du vote, uniquement quand les textes étaient en pleine rédaction, pour s'assurer que quelles que soient les décisions prises, ça ne concernerait jamais ces propriétés qui sont en Écosse. Donc c'est-à-dire,
Par exemple, on va arriver, on va dire, il est interdit maintenant de chasser le cerf en Écosse, d'accord, mais pas sur mes propriétés. Imaginez quand même le culot. Et les gens vous diront, elle n'a pas de pouvoir. Elle n'a pas de pouvoir, elle ne fait rien. Je vous mets le screen du titre juste ici, vous avez le lien de l'article en barre d'infos. Mais qui, à votre avis, a essayé d'utiliser le fonds de pauvreté du pays pour payer le chauffage de Buckingham Palace? Qui, à votre avis? Qui, à votre avis? Qui également, à votre avis, mes poulets, possédait une collection de bijoux estimée à 5 milliards de pounds avec de l'or, de l'argent et des diamants bien sûr volés dans les colonies? Qui, à votre avis? Et pour finir les poulets, on était obligé bien sûr, je vais survoler parce que ça on pourra en faire toute une vidéo et je vous invite justement à regarder des documentaires, à lire des articles là-dessus, voir des vidéos, faire comme vous voulez, mais on devait obligatoirement aborder le Bloody Sunday, que certains doivent connaître uniquement par la chanson Bloody Sunday ou Sunday Bloody Sunday, je sais plus, de U2, qui a été un événement horrible, hein, très sanglant, qui s'est déroulé en 1972 dans la zone de Derry en Irlande, où la couronne britannique a décidé d'envoyer justement des soldats pour réprimer tout un mouvement très indépendantiste. Parce que les mouvements justement indépendantistes irlandais ainsi que l'armée irlandaise demandaient une indépendance complète et totale du reste du Royaume-Uni, de l'Angleterre, et ça a été très fortement réprimé ce jour-là, avec entre autres 26 morts non armés en plus. Hein. Et jusqu'ici vous me direz, bon, à la rigueur, il est vrai que c'est pas certain que ce soit une décision qui vienne d'une seule personne. Pas de soucis, de toute manière, ce sont plusieurs personnes assises dans une salle à chaque fois. Mais le gros problème, entre autres, des Irlandais, outre déjà le passage très sanglant du Bloody Sunday, ça a été le fait que la reine se déplace elle-même pour aller remettre une médaille et décorer Derek Wilford, qui était justement le colonel qui a décidé de lancer justement l'assaut, et de manière aussi sanglante. Parce que il avait été dit aux soldats britanniques « shoot to kill », donc vraiment tirer pour tuer. Le but était d'abattre l'ennemi, hein, tout simplement. Mais c'est cette décoration, et justement le peuple irlandais, il y a pas mal d'articles des familles des disparus ou des blessés qui ont témoigné et qui ont dit que pour eux, l'extrême affront et le tout dernier, ça a été celui-ci, ça a été d'aller décorer justement l'homme qui a décidé de ça. Que eux déjà attendaient de réelles excuses, qu'ils n'ont jamais eu, mais qu'en plus il y a eu ce geste de la part de la reine qui était pour eux en fait une sorte de doigt d'honneur. Mais vraiment je vous invite à aller faire un tour là où vous pouvez pour checker tout ce qui concerne le Bloody Sunday, parce que c'est une période assez longue entre guillemets, hein, parce que ça s'est pas passé uniquement ce dimanche de janvier 1972. En tout cas c'était vers le début de l'année 1972, ça s'est pas passé juste sur un seul jour, c'était une longue période d'affrontement militaire, mais qui est très intéressante à étudier pour comprendre aussi le côté très fier des Irlandais et pourquoi ils ne veulent jamais qu'on leur dise qu'ils sont britanniques. Il y a une interview de Cillian Murphy qui joue Thomas Shelby dans les Peaky Blinders avec Tom Hardy, où le journaliste fait l'erreur de dire You're British, donc vous êtes anglais, à Cillian Murphy alors qu'il est irlandais. Et la réaction elle a été directe. Et pareil, Tom Hardy qui était à côté, qui pourtant est britannique, hein. Tom Hardy a repris directement le journaliste parce qu'il sait que c'est pas la même chose et il sait qu'il faut pas du tout mélanger les deux, et que l'histoire entre autres et d'autres passages, hein, des famines en Irlande qui ont été causées par la couronne anglaise, enfin pas mal de choses très très intéressantes à fouiller vraiment sur l'histoire entre l'Irlande et le reste du Royaume-Uni, qui font qu'aujourd'hui il faut pas mélanger les deux. Clairement pas. Mais donc voilà sur ce sujet-là, j'espère que ça vous aura plu. Comme je vous ai dit, vraiment, faites un tour sur les articles, les vidéos que je vais vous linker en barre d'infos, parce que c'est toujours intéressant que vous ayez tout le contexte global de chacun des arguments, de chaque info qui peut être avancée. La plupart des articles seront en anglais, c'est normal, je suis allée fouiller du côté du plus proche, hein, du plus concret, parce qu'il y a certains sujets aussi qui sont tout simplement pas traités par des médias français, mais n'hésitez pas à continuer à fouiller par vous-même, c'est hyper important, surtout sur des sujets où vous connaissez pas énormément de choses, et évitez très souvent sur les réseaux sociaux de vous avancer sur pas mal de jugements hâtifs justement quand vous n'avez pas tout le bagage de connaissances derrière. C'est pas grave si vous connaissez pas tout sur tout, il y a aucun problème, personne n'est omniscient, mais faites attention parce que quand on voit des personnes nous dire ah mais vous manquez de sensibilité, oh là là j'ai l'impression d'avoir perdu limite ma grand-mère, non vous avez pas perdu votre grand-mère, c'est une monarque qui est décédée, d'accord, la famille royale anglaise a perdu un membre de sa famille, ça c'est sûr et certain, mais c'est pas votre grand-mère que vous avez perdu, et il faut toujours se renseigner sur les personnalités publiques. Pour Picasso, beaucoup de personnes ont été étonnées d'apprendre que c'était un violeur multirécidiviste et qui battait ses compagnes. Il faut toujours se renseigner sur les gens avant toutefois de les ériger sur un pédestal. Mais nous on se retrouve très bientôt, et comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner, et nanani, et nanana, et voilà, et voilà, et voilà, et voilà.